Donc ce soir, je vais juste faire une petite aparté sur tout ce qui est comment trouver son client. Parce que on a vu dimanche soir le c'est quoi, enfin c'est quoi qu'apporte un animal à un humain. On a vu hier soir comment on fait une séance de médiation. Alors bien sûr, il y a plein d'autres choses qui peuvent être dites, mais voilà, on a vu la base et comment rester authentique pendant quand on fait une séance de médiation. Et du coup, ce soir, on va voir comment on trouve un client, ou du moins c'est quoi la technique pour trouver un client. Et à la fin, je parlerai du coup de la formation que je propose pour qu'on puisse échanger là-dessus. Donc, faut pas hésiter à m'envoyer du coup les questions, etc. J'y répondrai. Et après, si vous voulez aller plus loin, ben, faut prendre rendez-vous et puis on échange ensemble. Donc, alors, pour trouver un client, déjà, je vais partager mon écran. Donc là, je vais vraiment partager un cours. Alors, ce que je vais faire, je vais quand même mettre le chat parce que si tu me... Voilà. Là, je vais partager un cours que j'ai fait avec mes élèves. Donc, en fait, son client idéal, c'est ce qu'on appelle un persona marketing. C'est le client avec qui j'ai envie de travailler, ok? Parce qu'on ne travaille pas avec tout le monde, on va vraiment travailler avec un client qu'on aime, avec qui c'est facile de travailler et avec qui on s'éclate. Donc il y a plusieurs étapes. Je vais donner les étapes à faire et après c'est vraiment de la recherche personnelle, etc. Je vais donner les étapes à faire et après, on verra qu'on peut avoir une fiche où on résume en fait toutes ces étapes-là. Donc déjà, c'est rassembler les données des clients qu'on a déjà ou des personnes qu'on prospecte. Un prospect, c'est quelqu'un qui n'a pas encore acheté. OK? Donc on collecte toutes ces informations-là. Ça peut être collecté par des sondages, ça peut être collecté par les réseaux sociaux, ça peut être collecté par des séances qu'on a fait, etc. Et plus on va expérimenter son client, plus on va connaître ses données. Les données, ça va être des choses qu'on peut avoir sur son âge, par exemple. Ça peut être aussi son CSP, ça peut être qu'est-ce qu'il lit, qu'est-ce qu'il écoute comme musique, c'est quoi ses hobbies, toutes ces choses-là en fait. C'est vraiment des données de clients euh, sur qu'est-ce que c'est aussi ces problématiques, qu'est-ce qu'il attend de nous. C'est vraiment tout ça. Le client, on va collecter en fait toutes ces données-là et on va essayer de rassembler le plus de données possible sur une typologie de clients. Alors, les clients en médiation animale, il y a plusieurs types de clients. On peut avoir des clients qui sont en burn-out, développement personnel. Donc ça, on va être plutôt sur du coaching. Après, on peut être sur des clients qui peuvent avoir de handicap ou des personnes âgées ou de l'enfant. Ça, on peut être sur ce qu'on appelle zoothérapie, médiation animale, mais on peut être aussi sur ce qu'on appelle de l'équithérapie. Après, on peut avoir tout le milieu carcéral aussi. Donc là, on peut être soit sur du coaching, soit sur de la médiation animale. Le coaching, on va plutôt amener la personne à une réflexion. La médiation animale aussi, mais la différence entre un coaching et une médiation animale, le coach, il va vraiment accompagner dans le déroulement de vie de la personne. Ok? Moi, je fais un mix entre la médiation animale et le coaching. Ok? C'est pour ça qu'aujourd'hui, ma formation, elle s'appelle thérapeute en médiation animale, parce que pour moi, on est sur une thérapie. On fait pas que du coaching. On va vraiment aller travailler sur de la thérapie, sur de l'accompagnement personnel, de la pathologie de la personne ou du développement personnel pour pouvoir trouver une solution avec elle. Ok? Donc c'est vraiment ça aujourd'hui que moi je propose. Mais voilà, on a toutes ces typologies-là. On a les enfants aussi, on a tout ce qui est TDAH, HPI, autisme, troubles autistiques, etc. Ça, on peut aussi travailler en médiation animale. On amène vraiment de l'apaisement. Ça permet ouais, à ces personnes-là de se poser, etc. Et en fait, on va travailler suivant les publics, on va travailler certaines choses. D'accord? Donc,
tout ce qui est handicap, personnes âgées, enfants, on va pouvoir travailler en fait la motricité par exemple. La motricité, la mémoire, toutes ces choses-là. D'accord? Et après, ben voilà, tout ce qui est développement personnel, burn-out, trouver sa voie, etc. On va être plutôt sur du coaching et ça va être plutôt du suivi de vie. Ok? Donc, ça, le but, c'est d'essayer de comprendre comment où est-ce que je me situe et quels mots je donne à ce que j'ai envie de faire. Par contre, il y a des choses qui sont proscrites, comme ce ne sont pas des patients, mais ce sont des clients, les personnes qu'on a. On ne soigne pas, mais on apporte du bien-être. Euh, voilà, il y a des mots qui sont réservés en fait à l'aspect médical. On ne peut pas mélanger l'aspect médical avec l'aspect thérapeutique, médiation animale ou coaching animal avec les animaux. On peut pas mélanger les deux. C'est pas du tout pareil. Voilà, je préfère le dire parce que je sais qu'aujourd'hui, même si moi je mets thérapeute, pour moi thérapeute c'est amener du bien-être et du soin, enfin du soin. En tous les cas, amener un confort à la personne et la médiation animale aujourd'hui est reconnue comme une thérapie non médicamenteuse. Et du coup, il faut quand même le préciser que nous ne sommes pas médecins, nous ne prescrivons rien du tout, mais par contre, on va amener la personne à la réflexion, on peut l'amener à avoir une motricité beaucoup plus ample, on peut l'amener à avoir de la mémoire, etc., etc. Donc, on a quand même un gros panel d'actions avec l'animal. Et comme je dis bien souvent, on a un avantage sur le monde médical, c'est que nous, on n'a pas de blouse blanche. Donc les gens n'ont pas la peur de la blouse blanche. Voilà. Donc c'est important aussi de bien resituer tout ça. Définir les données démographiques de notre client. Alors ça, c'est vraiment définir un secteur démographique tel que par exemple l'âge, le sexe, la catégorie sociale, et aussi la localisation géographique, le niveau d'éducation, la situation familiale. En fait, on va essayer d'avoir le plus de données possible pour savoir comment on va parler à notre client. OK? Comprendre son mode de vie et ses habitudes. Donc, comment il fait ses recherches? Est-ce qu'il fait ses recherches sur Internet, dans des livres, dans des magazines? Quel loisir il a? Toutes ces choses-là, ça va être vraiment importante. Surtout toi, Sophie, je sais que tu veux travailler avec le handicap. Bah, ça, tu pourras peut-être travailler avec des associations, des choses comme ça. Donc voilà, c'est vraiment important de bien connaître l'écosystème de notre client pour savoir comment ça fonctionne. Euh, Définir aussi ses objectifs à soi et au client. Alors, la définition de l'objectif, pour moi, c'est la promesse qu'on va amener au client. C'est-à-dire, c'est quoi ces problématiques qu'il a? Donc, bah, bien souvent, par exemple, le handicap, ça peut être des difficultés à se mouvoir ou des difficultés euh, à avoir une existence ou une identité, par exemple, au sein de notre société, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, voilà, c'est assez compliqué pour eux et on les met dans des structures comme les personnes âgées et avoir une identité de qui je suis et comment j'existe dans cette société. Ça peut être vraiment quelque chose à travailler avec eux et du coup, on va leur donner confiance et quand on leur donne confiance, ben, ils vont pouvoir avoir de plus amples mouvements, des choses comme ça. Donc, on va vraiment essayer de définir avec eux qu'est-ce qu'on a envie de travailler, comment on veut le travailler. Et j'aime bien dire que vous allez vous spécialiser dans votre domaine. C'est-à-dire que pour moi, une personne qui fait du handicap, par exemple, très faible mental, enfin des petits retards, quoi, on va dire, mais que c'est des handicaps, enfin quand même des personnes handicap qui travaillent. Vous n'allez pas faire après, par exemple, des personnes qui font du burn-out extrême. Je veux dire, vous serez spécialisé dans votre handicap et dans ce que vous faites. En tous les cas, moi, c'est comme ça que je le vois et je pense qu'on est, j'aime bien dire, on est des chirurgiens émotionnels. Donc, on est là pour accompagner la personne à comprendre son fonctionnement, comprendre ses émotions et avoir une identité, en tous les cas, sur notre société. En tous les cas, voilà, l'animal, je pense qu'il amène vraiment ça, il amène à exister au sein de notre société. Voilà.
Comparé au médecin qui, lui, guérit une maladie. Nous, on va pas guérir. Nous, on va amener du confort et du bien-être à la personne et ça passe par qui tu es, l'amour de soi, la confiance en soi, connaître ses émotions, toutes ces choses-là. Donc, on va travailler très différemment du médecin. Le médecin, lui, il va travailler avec des symptômes et il va prescrire un médicament. Nous, on va travailler avec un animal et un humain déjà. Donc, il y a déjà deux êtres vivants dans le curseur. Et en plus, on va travailler avec, OK, donne-moi qu'est-ce que tu as envie de travailler et je t'accompagne à travailler dans ton objectif. Donc, on n'aura pas les mêmes choses, on n'aura pas les mêmes bases qu'un médecin. Euh, on va aussi créer des regroupements de clients pour avoir peut-être plusieurs profils, mais qui auront tous le même façon, enfin, toute la même chose à travailler. OK? Et après, on va prioriser et affiner le client qu'on a envie d'avoir. Voilà, ça c'est quel est mon client cible que j'ai envie et celui avec lequel je travaille. Et alors ça peut prendre du temps. L'étape 6, elle peut vraiment, vraiment, vraiment prendre du temps. C'est une étape où on expérimente plusieurs publics. Donc, on va expérimenter, par exemple, quand on veut travailler avec le handicap, on va expérimenter les différents handicaps. Quand on va travailler avec les enfants, on va peut-être travailler avec différents enfants et aussi différents parents. Et à un moment donné, on va trouver en fait notre client. Mais vraiment, moi, enfin, je vous pousserai tout le temps, si vous êtes avec moi, à vraiment travailler sur c'est quoi, ton client idéal et celui avec lequel tu t'éclates. Voilà. Le but, c'est vraiment ça, c'est que vous, ça soit pas un un travail qui vous emmène au burn-out, mais que ça soit un travail où les matins vous vous levez, vous dites chouette, cool, j'y vais quoi. Et une fois qu'on a défini en fait son client, etc., on va commencer à communiquer sur ce qu'on veut. Ok? Et on va construire en fait une fiche. Alors la fiche, je vais hop et je vais repartager. Où est-ce que je l'ai mis? Ah si, elle est peut-être là. Non, c'est pas ça. Où est-ce que je l'ai mis la fiche? Voilà, c'est ça. Normalement, là, c'est bon. Tu dois l'avoir. Donc, en fait, on va avoir une fiche comme ça où on va euh, mettre le prénom de notre client, l'âge, son lieu d'habitation, la situation familiale, sa profession. Et après, on va mettre ses centres d'intérêt, les valeurs qui les préoccupent, les objectifs d'envie, ses freins. Description finale en une phrase du client, comment on peut le représenter, la solution à apporter, ça c'est notre offre, c'est ce qu'on appelle la promesse. Et après, quels réseaux sociaux y suit. Et une fois qu'on a ça, déjà on a un bon point de notre client idéal. Ok? Alors je sais qu'en médiation animale, comment dire, il y a personne qui fait, enfin je connais pas beaucoup de monde qui font ça. Et du coup, ils se mettent à prendre un client idéal et ils prennent en fait les structures d'accueil. Sauf que aujourd'hui, des structures d'accueil, il y en a 10 000 et toutes n'ont pas la même valeur que nous. Chaque structure a une valeur, a aussi une vision des personnes avec qui elles sont, etc. Donc c'est vraiment important de se dire, OK, c'est quoi mes limites, c'est quoi que je dois respecter avec cette structure d'accueil et aussi pour moi, et comment je respecte mon animal, etc. Parce que ça, on n'en a pas trop parlé hier, mais à savoir que quand on transporte des animaux dans une structure d'accueil, déjà, notre animal, il faut qu'il s'habitue à la structure d'accueil, donc on a un temps d'arrivée. Donc normalement, on n'arrive pas 14 heures pour 14 heures, on arrive 1 heure avant, le temps que l'animal euh, se fasse au lieu, etc., etc. Surtout si c'est des petits animaux.
Les petits animaux stressent beaucoup. Le chien, s'il est sociabilisé, ça se passe relativement bien. Mais les petits animaux et les animaux qui sont territoriaux, c'est assez complexe pour eux d'aller en séance ailleurs que chez eux. D'accord? Donc, par exemple, le chat, ça peut être compliqué si on l'a pas habitué, etc. Donc, il leur faut des temps d'adaptation. Donc, si on part en structure, on a aussi le fait d'avoir ces temps d'adaptation-là qui sont non négociables, en tous les cas pour moi, sur ces structures-là. Donc, c'est soit elles sont OK pour ça, soit c'est bah, tant pis pour elles, en fait. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi se dire combien de personnes je peux accompagner. Parce que souvent, dans, euh, dans les structures d'accueil, alors je ne l'ai pas trop vu encore dans les ESAT, etc., mais je l'ai beaucoup vu en EHPAD. Les EHPAD, bah, c'est un peu l'animation de la journée. Donc au lieu de nous mettre par exemple 6 résidents, ils vont nous en mettre 15 quoi. Et si on n'a pas mis une limite avec eux, enfin, ils vont nous en mettre 15 et en fait on pourra rien faire avec eux. Enfin, on va faire de l'animation quoi. Couper des carottes et donner à manger quoi. Grosso modo, c'est ça. Mais il y aura pas euh, de cheminement où on va ouais, je suis d'accord avec toi, Sophie. Enfin, je l'ai vu plein de fois. J'ai eu plein d'élèves qui se sont fait, en fait, prendre dans ce piège-là. C'est-à-dire que elles ont pas mis, en fait, de limite et elles se sont retrouvées avec 15 résidents et elles n'avaient pas de cheminement de progression des résidents et elles voyaient pas, en fait, les résidents toutes les semaines. Donc, elles avaient 15 résidents, puis la semaine d'après, 15 autres résidents, puis la semaine encore d'après, 15 autres résidents. Et en fait, du coup, on peut pas évoluer quand c'est comme ça, surtout quand on est sur du public qui est en institution. Ouais, il n'y a pas de suivi. Et en plus, quand on a un public qui est en institution, c'est des publics qui sont peu sollicités. Enfin voilà, même s'ils ont quelques intervenants qui viennent les voir, mais c'est pas comme quand on est dans la vie active où on a quand même beaucoup de sollicitations. Eux, ils ont peu de sollicitations. Donc du coup, ben, tout ce qu'on fait dans nos séances, ben, on le perd après derrière. Donc c'est important de bien... notre client, si on prend les institutions, etc., il faut bien définir sur quelles institutions je vais et surtout, bah, c'est quoi mes règles à moi en tant qu'intervenante, c'est quoi mes règles. Voilà. Et ça, c'est vraiment important parce que j'ai vu des intervenants arrêter la médiation animale parce que, bah, en fait, elles se faisaient bouffer par les institutions et clairement, en plus, elles étaient payées au lance-pierre pour avoir 15 résidents, quoi. Donc voilà, c'est important. Et au niveau aussi des tarifs, et j'aime bien aussi le rappeler là-dessus et le mettre sur le client, c'est que les tarifs, vous pouvez avoir un tarif à 30 balles de l'heure, mais vous serez jamais rentable par rapport à vos animaux. Sachez que voilà, vous avez entre une heure et une demi-heure pour déjà ben, que votre animal s'adapte à la structure au début. Après, vous allez avoir le temps de route aussi, le temps de préparation. Donc, à un moment donné, il faut aussi être réaliste là-dessus. Bah, en fait, enfin, votre travail, il est monétisable et c'est pas négociable, en fait. Voilà, ça c'est important de d'avoir cette vision-là parce que j'ai vraiment vu des gens travailler à 30 euros de l'heure avec des animaux, etc. Au final, les animaux, ouais, c'était du grand n'importe quoi et au final, bah, elles ont arrêté parce que c'était pas rentable et tout ça. En moyenne, quel tarif? Moi, je vais te dire ce que j'ai vu en pratique de prix. Ça peut aller entre 50 et entre 80 et 90 euros de l'heure. Pour moi, je pense qu'il faut pas travailler en dessous de 50-60 euros, clairement. Déjà, c'est pas cher quand on regarde bien. Quand on voit que quand on va chez le médecin, c'est 25 euros. Et c'est un quart d'heure. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui,
50-60 euros, c'est pas négociable. Et pour moi, c'est même très peu par rapport au travail qu'on va faire. Euh, et ouais, je pense que voilà, 80-90 euros, on est sur les bons tarifs. Euh, là, tu fais du travail qui est correct et t'as pas de pression en fait à remplir ton agenda. Enfin, t'as moins de pression à remplir ton agenda. Et puis, il faut aussi responsabiliser en fait aussi ces structures-là de se dire, OK, on travaille avec du vivant et nous aussi, on a des frais quoi, en tant que structure. Après, on pourra reparler, enfin, pendant la formation que je donne, on reparle aussi des statuts juridiques. Aujourd'hui, beaucoup d'intervenants se mettent en association et en micro-entreprise. Ça va vraiment dépendre de la structure que vous allez avoir, qui vont faire en fait le choix du statut juridique. Attention au statut associatif. Aujourd'hui, il est très très mal utilisé. Le statut associatif est normalement à but non lucratif. Et aussi, le statut associatif aujourd'hui, nous n'avons pas le droit d'être président ou trésorier de notre association. Normalement, c'est interdit par la loi. Donc, et on doit aussi avoir notre président et notre secrétaire ne doit pas être quelqu'un de notre famille. Voilà. Donc, il y a un peu d'illégalité des fois dans certaines personnes qui se mettent en association, donc je préfère le dire aussi, c'est vraiment important pour la suite. Mais après, voilà, le statut juridique, ça se pense quand on commence à avoir une offre et qu'on se dit, OK, on y va. Voilà. Après, euh, sur le handicap, c'est comme tu veux faire, Sophie. Tu peux faire plein de formules, les gens qui viennent chez toi, après ça dépend vraiment comment tu veux monter la chose, c'est vraiment quelque chose qui se pense. Et plus tu vas te spécialiser, plus en fait tu vas pouvoir aller contacter des structures bien particulières. Moi aujourd'hui, je travaille avec des structures handicap, mais je veux que ça soit des personnes qui viennent chez moi en gîte et qui passent des vacances et du coup, voilà, ils font quelques jours chez moi avec le gîte et on travaille avec les animaux après derrière. Donc voilà, ça, moi, je fonctionne comme ça. Parce que moi, je veux pas déplacer mes animaux en fait en structure. Maintenant, si tu arrives à avoir des animaux, des petits animaux ou même des chiens qui sont hyper sociabilisés, tu peux aller en structure en respectant leur rythme de travail, etc. Et tu verras, t'as des belles choses, mais il faut vraiment choisir ces structures. La structure est vraiment très importante. Les chiens, c'est top en structure. C'est, t'as quoi comme type de chien, Sophie? En race? Mais le chien, c'est, en structure, pour moi, c'est l'animal qui va super bien. Après, ça va dépendre de la race et de comment il est sociabilisé. Ok, Malinois, s'il est sociabilisé, c'est cool. C'est des bons chiens. Des petits croisés, c'est bien aussi. Des petits chiens croisés, c'est bien. S'ils sont calmes et tout, tu vas voir, c'est super. Tu peux faire plein de choses. Après, être, faut être vraiment inventif et créatif. Voilà. Et puis avoir des outils, etc. On peut vraiment faire plein de choses avec les chiens. Donc voilà. Comment on choisit son client, c'est vraiment un choix. Il faut passer du temps. Pour moi, on ne peut pas ne pas passer de temps avec un choix de client. Voilà. La médiation animale, c'est pas un choix comme ça, c'est vraiment quel client j'ai envie de travailler. Vous allez emmener des clients aussi avec avec vos animaux. Donc, c'est vraiment commencer à se dire, OK, comment je travaille et qu'est-ce que je choisis, comment je le choisis et qu'est-ce que je fais avec lui, etc. Donc voilà, c'est assez important. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'intervenants en médiation animale ne passent pas assez de temps là-dessus et je trouve que beaucoup de formations même ne passent pas de temps là-dessus. Et moi, je mets un point d'honneur là-dessus parce que vous donner des compétences sur la médiation animale, c'est pas très compliqué.
clairement. C'est de la psychologie, etc. Donc c'est pas vraiment. Enfin, je veux dire. Oui, ça demande de l'apprentissage, mais c'est pas non plus le plus compliqué. Mais par contre, monter son propre business, avoir un statut juridique, choisir son client, organiser ses semaines, etc., 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 ça, c'est vraiment du temps et c'est vraiment un point qu'on oublie très, 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 très souvent. Et du coup, ben, en fait, on se retrouve en carafe ou on se retrouve à pas savoir comment faire parce qu'on n'a pas pris ce temps-là. Voilà. Donc, maintenant, je vais expliquer comment moi je forme. Et vous allez voir, je forme assez différemment des gens, des autres. Alors, je vais juste faire ça. Voilà. Euh, hop. Donc, euh, le but pour moi, c'est de pas. euh, Mon but, c'est pas de faire une formation type et de mettre un. Comment dire? De mettre un cadre rigide où il faut pas sortir. Mon but, c'est que chaque personne qui se forme chez moi ait des outils et surtout un accompagnement individuel. C'est pour ça que j'ai appelé l'école de la vie. Euh, je vais répondre à ta question, Sophie. Tu dis choisir son client, mais j'ai bossé pour deux types de le handicap et les EHPAD. Ok, dans les EHPAD, tu as de l'handicap aussi. Donc des fois, le handicap dans les EHPAD peuvent rejoindre le handicap de structure. Après, c'est choisir vraiment. Si tu veux, tu peux choisir deux catégories. Tu peux avoir des personnes âgées et le handicap. Mais ça va être aussi, par exemple, euh, si on prend par exemple Alzheimer et les troubles de mémoire, parce que le handicap, des fois, ils peuvent avoir aussi des retards ou des troubles de mémoire, ça peut s'apparenter aussi à de l'Alzheimer. Donc, tu peux travailler avec les mêmes outils, tu vois. Donc, ça, c'est un choix de client aussi. Voilà. Et ça peut être aussi une typologie de structure. C'est-à-dire que tu peux te dire, vas-y, je travaille en EHPAD privé, pas sur des trucs national où, en fait, voilà, enfin, clairement, pour moi, il y a un gros problème là-dessus, même pour vous payer, etc. Et je travaille avec, au niveau du handicap, des associations bien précises sur telle ou telle chose. Voilà. Ça peut être un environnement aussi de structure. Ça aussi, ça peut être fait. J'ai des élèves qui travaillent aujourd'hui avec des structures où il y a des animaux dans les structures et ils veulent aller nulle part. C'est-à-dire qu'ils travaillent avec les animaux de la structure, ils amènent pas leurs animaux à eux, mais ils travaillent qu'avec des structures où il y a des animaux à l'intérieur. Voilà. Voilà, c'est aussi un choix de travail, c'est un choix personnel aussi. Donc, au niveau de l'école, moi, là, quand je forme, mon but, c'est vraiment de prendre tout ce que vous avez déjà appris, donc vos compétences. Même si vous avez 20, 25 ans, vous avez appris des choses de la vie. Donc, on va aller chercher vraiment toutes les compétences de la vie que vous avez appris, celles que vous avez appris à l'école. Et on va suivre en fait sa propre nature pour créer son propre métier et son propre programme de médiation ou autre. Voilà. Le but, c'est vraiment de comprendre comment on transfère tout ce qu'on a déjà en nous et notre talent pour pouvoir en faire notre propre métier. Voilà. Pour ça qu'aujourd'hui, pour moi, la médiation animale, c'est pas un métier qui est reconnu par l'État français juridiquement parlant. D'ailleurs, il n'y a pas de diplôme officiel, même s'il y a des diplômes qui sont reconnus par le RNCP, mais il n'y a pas de BEP ou de CAP ou autre ni de... Enfin, voilà, ici, il y a un DUT, mais voilà, les DU, c'est... Enfin, niveau valeur nationale, ça n'a pas de valeur. Enfin, ça a moins de valeur qu'un BTS ou un truc comme ça. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, enfin, juridiquement parlant, il n'y a pas de cadre juridique sur ce métier-là. D'accord? Donc, aujourd'hui, vous pouvez créer, en fait, votre propre métier et vous dire, ben voilà,
vais emmener des animaux en EHPAD ou dans le type de handicap ou autre, et je vais créer mes séances là-dessus. Et de toute façon, aujourd'hui, il n'y a pas une façon de faire de la médiation, mais il y a 10 000 façons de faire de la médiation, et je pense que chaque personne a sa façon de faire. Donc, comment ça se passe? Bon, alors ça, c'est les profils recherchés. Je pense que vous avez compris, c'est vraiment des... Enfin, les profils, c'est vraiment voilà, des personnes soit qui sont déjà coach ou thérapeutes, soit ces personnes qui sont en reconversion, qui ont vraiment à cœur d'aider les gens et d'aimer les animaux, et qui, voilà, qui aiment le vivant, qui aiment la psychologie, qui aiment l'humain, qui, voilà, c'est vraiment ces personnes-là. Moi, je veux pas d'autres personnes. C'est des gens qui sont passionnés de tout ça. Donc moi, j'allie aussi dans ma formation, on va en parler, mais j'allie à la fois le corps, la psychologie et les énergies. Donc, on va autant parler de l'anatomie que l'on va parler de la psychologie mentale avec les neurosciences, etc., que l'énergétique. Alors, l'énergétique, on va pas aller dans des trucs hyper compliqués comme les dogmes ou j'en sais rien, le Reiki ou tout ça. On va plutôt aller dans des choses qui aujourd'hui ont fait leurs preuves, comme la médecine chinoise, la médecine ayurvédique, toutes ces choses-là, les méridiens, les chakras. Voilà, on sait que ça, c'est déjà, enfin voilà, ça fait 5 000 ans que ça existe, donc c'est déjà posé. Et comment ça fonctionne dans notre corps par rapport à notre organisme anatomique et par rapport à notre médecine aussi occidentale aujourd'hui. Voilà. Et c'est vraiment comprendre le fonctionnement du corps humain, qu'est-ce que l'animal vient percuter chez nous au niveau hormonal, etc. Et pourquoi une personne qui a des problèmes de motricité ou autre arrive avec un animal à avoir ce relâchement et pouvoir arriver à avoir une certaine motricité. Voilà. Donc, on va vraiment aller chercher ça. Comment ça fonctionne? Alors, il y a 3 étapes dans la formation. La première étape, on va déjà travailler sur votre propre développement personnel. Pour moi, on ne peut pas devenir intervenant en médiation animale tant qu'on n'a pas travaillé sur soi. Alors, je sais qu'on va me dire, ouais, Noélie, c'est bien gentil, mais déjà travailler sur moi. Pour info, moi aussi, j'ai déjà travaillé sur moi. Je continue toujours de travailler sur moi. Parce que j'estime que quand on rentre dans ce métier-là ou qu'on rentre dans un métier de la santé, ben en fait, on évolue tous les jours et on apprend tous les jours de nous. Donc, le plus important, c'est de comprendre son fonctionnement et surtout les exercices qu'on va demander à faire aux clients, de savoir les faire. Donc, moi, je travaille autant sur de la visualisation, des exercices de respiration, de l'éthologie. Donc, l'éthologie, c'est de l'étude du comportement des animaux, y compris l'étude du comportement de l'humain, parce qu'aujourd'hui, on n'étudie pas assez le comportement de l'humain. On peut avoir la communication animale aussi, où je travaille. L'animal totem, ça c'est plutôt la partie amérindienne. Et tout ce qui est énergétique, etc. Donc là, on va vraiment travailler cette partie-là. On travaillera aussi la psychologie de l'humain. Parce que pour moi, ça, c'est vraiment important d'avoir cette compréhension-là de qu'est-ce que on fait de tout ça. Donc ça, c'est vraiment, voilà, je l'ai appelé la base, c'est la vie, c'est aussi, on travaille son talent, qu'est-ce qu'on est venu faire ici, euh, depuis qu'on est petit, qu'est-ce qui est facile pour nous, etc. Le deuxième, c'est révéler sa voix. Ben là, on va vraiment travailler. Alors, on va à la fois travailler avec des outils qui sont spécifiques, mais aussi on va clarifier ce qu'on a envie de faire dans notre vie. Alors, je vois, Sophie, elle veut travailler avec le handicap et les EHPAD, mais quoi exact? On va clarifier en fait et on va être précis dans quoi exactement tu veux faire là-dedans. Et c'est là où on va clarifier son client, où on va clarifier son offre, où on va clarifier, ben voilà, j'ai envie de faire ça, j'aime pas ça, savoir mettre ses limites, savoir mettre son cadre dans la séance et ça va dire, ben là je peux faire ça, mais là je ne peux pas faire ça. Voilà. Et on va travailler aussi ben, sur je crée ma propre séance de médiation animale, j'ai mes outils et comment je les transforme en séance. Voilà, toutes ces choses-là. On aura vraiment toute cette transformation-là avec une boîte à outils et aussi le positionnement et le public. Donc positionnement de l'intervenant et le public. Bien comprendre son public, bien savoir comment il fonctionne. Ça, c'est très, très important. Et aussi, bah, comment j'emmène mon animal dans une séance, parce que bah, si ça, on ne sait pas le faire, bah, c'est un peu compliqué. On va se retrouver avec un animal qui peut mordre, qui en a marre.
etc. Et si on connaît pas son animal et si on n'a pas étudié un petit peu son comportement, ben, on va à la catastrophe ou on va sur un chien qui, voilà, ou un autre animal qui va en avoir marre de faire de la médiation, quoi. Voilà. Et après, ben, on va créer son propre métier. Donc là, on va être plutôt sur euh, le marketing, le juridique, la psychologie de l'argent, tout ce qui est comptabilité aussi. Et voilà, toute cette partie-là. Alors, dans cette partie-là, je vous demande pas d'implémenter. Alors, l'implémentation, c'est-à-dire que je vous donne par exemple, un tableau et je vous dis le lundi tu fais ça, le mardi tu fais ça, le jeudi tu fais ça. Non, ça se passe pas comme ça. Il n'y a pas de méthode pour moi, mais par contre, on va apprendre mais tiens, mon authenticité, c'est ça. Comment je peux retransmettre les choses authentiquement avec ma façon de faire et à être moi vraiment qui je suis. Et on retravaillera aussi sa part de proie et sa part d'animal et on alliera sa vie perso et sa vie publique. J'en parlais encore cet après-midi avec mes élèves. J'ai des élèves qui, voilà, la notion de la famille est très importante et aujourd'hui, elles ne veulent pas sacrifier leur famille, donc elles veulent pas travailler 50 heures semaine, elles veulent passer du temps avec leurs enfants, etc. C'est dans cette partie-là qu'on ira travailler ça. On ira travailler donc comment on équilibre son perso et son pro et aussi comment on devient chef d'entreprise parce que même en étant en micro-entreprise, on est un chef d'entreprise. C'est nous, notre propre patron. C'est nous qui nous donnons cette liberté-là. Donc, quelle posture on a et comment on le devient. Donc voilà, c'est les trois étapes de la formation. Comment ça se passe? Donc, c'est une formation qui est sur 10 mois. Dans les 10 mois, on va avoir accès à toute la théorie qu'il y a. Donc, il y a à peu près entre 500 et 600 pages de manuel de cours. Il y a grosso modo 120 heures de cours de visio. En gros, ça doit être ça. Et il y a des visios, il y a à peu près 6 heures de visio par mois en direct avec moi où je donne des cours. Ok? Donc, il y a un manuel de cours qui est remis à jour régulièrement avec moi, ce que j'étudie aussi. Et il y a accès à des certaines personnes qui sont spécialistes du juridique, marketing, état d'esprit, etc. Voilà, on va travailler aussi avec des personnes un peu dehors. Donc, je fais venir en fait des intervenants qui font un cours avec moi et après, je vous mets les replays. Toutes les visios sont enregistrées, mis en replay et sont mises sur une plateforme où vous avez accès à tout. Voilà. Il y a des stages et des cours en présentiel. Pour moi, c'est très, très, très important de faire du présentiel. Alors, ça peut être optionnel après avoir pris un appel avec moi. On peut partir sur une formation en distanciel. Par contre, moi, je m'assure pour les personnes qui veulent faire du 100% distanciel que vous êtes capable de me faire des vidéos de séances de médiation parce que j'ai besoin de voir comment vous faites les séances de médiation. J'ai besoin de décortiquer des vidéos avec vous. J'ai besoin aussi qu'on fasse des rendez-vous individuels pour que je puisse vous accompagner dans votre projet, etc. Et en gros, j'ai besoin de voir votre pratique. Si je vois pas votre pratique, je peux pas évaluer, je peux pas vous aider. Donc, on peut faire du 100% distanciel. Par contre, j'ai besoin de discuter avec vous, de savoir quel engagement vous avez parce que je n'ai plus envie d'avoir des personnes qui prennent du distanciel et qui en fait font pas derrière la formation. Ils ont regardé 4 vidéos et ils croient que je vais leur donner leur attestation de formation. Ça se passe pas vraiment comme ça enfin ici. Voilà. Et je fais un suivi personnalisé. Donc il y a bien sûr des parcours très individualisés, supervisés par moi-même et par une de mes anciennes élèves quand j'ai besoin. Et après, on a un groupe privé Facebook avec tous les élèves. Donc il y a 140 élèves, entre 140 et 150 élèves aujourd'hui pour échanger, pour poser toutes les questions. Et il peut y avoir aussi mis en option une part où je viens sur la structure des personnes et je vous accompagne à mettre la médiation animale dans votre structure. Voilà. Au bout des 10 mois, il y a un mémoire à rendre. Alors, ce n'est pas... il faut pas avoir peur du mémoire. En fait, c'est comme un livre de chevet des 10 mois que vous allez faire. Voilà. De quel point je suis partie de mes 10 mois et où est-ce que j'en suis arrivée aujourd'hui. C'est une construction en fait de son projet, de qu'est-ce qu'on va faire, etc.
Et après, c'est un échange avec moi qui va amener à une attestation de formation après derrière. Donc, je ne peux pas appeler ça certification, ce n'est pas possible. Une certification est égale à quelque chose de reconnu par l'État français. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas Calliope, je n'ai pas de reconnaissance par l'État, je suis un centre de formation privé où je donne une attestation de formation. Et aujourd'hui, euh, ça convient enfin, pour être intervenant en médiation animale. Euh, Pendant les 4 semaines en présentiel, Sophie, vous allez pratiquer chez moi avec mes animaux. Donc j'ai chevaux, chiens, chats, lamas, cochons d'Inde, chèvres et moutons. Et on fait que de la pratique. Ou alors après, on va faire, là, en cette semaine, par exemple, avec certains de mes élèves, on fait des révisions et on travaille sur leurs projets. Voilà. Donc on va vraiment travailler sur... je te mets dans une situation, dis-moi ce que tu fais, montre-moi une séance de médiation, expose-la moi et on en parle et on voit ce qu'il y a à faire. Donc souvent, on va aller débloquer des choses et on va aller aussi vraiment pratiquer avec les animaux. Les 4 semaines sont vraiment, vraiment de la pratique, de la pratique, de la pratique, de la pratique. Et le logement est inclus dans le prix de la formation, pour info. Bon, ça, c'est moi, vous m'avez vu tout à l'heure. Voilà, et le contact. J'ai pas donné le prix de la formation, je vais le donner. La formation, elle commence à partir de 4 500 € en 100% distanciel. Et après, bah, pour les logements, etc., ça, il faut qu'on se téléphone et qu'on voie ensemble comment ça se passe pour que je puisse vous donner les tarifs avec le logement, etc. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Ok. C'est clair pour toi, Sophie? Parce que du coup, tu es toute seule. Il y en aura d'autres en replay, je pense. Mais voilà. Ok. Et ben, s'il n'y a pas de questions, si tu as tout bien compris, je vais envoyer le lien ou je mets le lien en dessous le replay. S'il y a besoin de prendre un coup de téléphone ou autre, ben, il faut prendre rendez-vous avec moi, il n'y a pas de souci. On s'appelle, on regarde comment on peut faire. J'ai juste besoin qu'on m'explique en fait les projets et puis après je vois comment je peux accompagner la médiation animale. Donc il y a la partie médiation animale formation et pour ceux qui veulent des accompagnements en médiation animale, ben là j'ai aussi un programme d'accompagnement individualisé. Là ça il faut aussi m'appeler. Donc voilà. Eh bien, écoute Sophie, je te remercie d'avoir été là ce soir. Si t'as pas de questions, je vais te laisser aller à tes occupations. Et puis, ben, j'espère à très bientôt et bonne soirée.